la une de l'actualité, l'ouverture ce matin du 13e sommet de l'Organisation de la Conférence islamique en Turquie. Comme de nombreux chefs d'État, le président ivoirien hier, ils vont plancher sur la coopération des États membres en matière de lutte contre le terrorisme. Après une rencontre avec le ministère de la fonction publique, les syndicats d'enseignants de Côte d'Ivoire lèvent leur mot d'ordre de grève. Ils réclament le paiement des arriérés d'indemnisation et de logement et puis le déblocage des avancements. Cela fait aujourd'hui 2 ans que Boko Haram a enlevé 276 lycéennes à Chibok au Nigeria. Ils ont envoyé une preuve de vie pour au moins 15 des jeunes filles toujours entre leurs mains. Un nouveau signe d'espoir pour les familles. Bienvenue dans le point de l'actualité, vous êtes sur RTI 1. Bonjour à tous. Unité et solidarité pour la paix et la justice, c'est le thème du 13e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est rendu à Istanbul. Il prend part à cette rencontre avec pour point principal la lutte contre le terrorisme. L'ouverture officielle a eu lieu ce matin, comme vous le voyez en image. Les enjeux de cette rencontre internationale avec Ligia Naïma. Créée en 1969 dans un but politique et religieux, notamment assurer la sauvegarde des lieux saints de l'islam et défendre la cause palestinienne, l'organisation de la conférence islamique a depuis 2011 fait sa mue, devenant une organisation de développement dénommée Organisation de la coopération islamique. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'OCI en 2001 sur l'initiative de son chef d'État d'alors, bien qu'étant de confession non musulmane. Selon l'actuel ministre ivoirien des Affaires étrangères, cette adhésion de la Côte d'Ivoire à l'OCI n'est pas en contradiction avec sa position de neutralité dans le conflit israélo-palestinien. La Côte d'Ivoire, depuis le président au fouet, est l'ami de tous, l'ennemi de personne. Nous sommes à l'Organisation de la coopération islamique aussi parce que nous y avons adhéré. Nous partageons la vision qui y est développée de solidarité, de partage entre les États, de fraternité. Nous y sommes parce que nous avons une communauté importante de musulmans. Nous avons des gens qui pratiquent cette religion. Et toutes ces raisons ont amené la Côte d'Ivoire à adhérer donc à l'Organisation de la coopération islamique avec bien d'autres pays africains. Je voudrais vous dire que quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, nous avons au moins les 2/3 des pays de la CEDEAO qui sont membres de l'OCI. Désormais, organisation de coopération, l'OCI, à travers ses institutions financières, la Banque islamique de développement et le Fonds de solidarité islamique, apporte un appui important à la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise qu'elle a connue. De même, face à la grave menace du terrorisme dans le monde, l'OCI devient aussi un moyen de coopération efficace dans la lutte contre ce fléau. L'OCI a d'abord un cadre politique d'échange. Vous savez tous que nous venons d'être frappés par le terrorisme et la lutte justement contre le terrorisme au cœur des débats au niveau de l'OCI ces derniers temps. Plusieurs pays donc de l'organisation, pays membres de l'organisation ont été touchés par ce fléau. Donc la mutualisation des moyens, il y a l'organisation donc de la riposte qui fait l'objet de débats et c'est un point important donc du sommet qui s'ouvre dans la capitale économique turque. Je voudrais également, c'est un sommet important, le président de la République a tenu à y prendre part pour apporter la contribution de la Côte d'Ivoire au dialogue qui est en cours. Il y a donc depuis le dernier sommet le dialogue à l'intérieur de l'islam qui a été engagé par le roi d'Arabie Saoudite et cela va permettre certainement de faire baisser la tension. Vous savez, quand les courants religieux, quelquefois, c'est sans raison une tension forte qui donc impacte sur l'ensemble de la communauté musulmane, mais aussi sur les États et sur les questions de sécurité. C'est pour cela que la présence du président de la République ici va être importante pour apporter la voix de la Côte d'Ivoire, qui est une voix de paix, d'union, de rassemblement. Coopération en matière de lutte contre le terrorisme, ce 13e sommet
de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce jeudi 14 avril à Istanbul a choisi pour thème « Unité et solidarité pour la justice et la paix ». Hier, en fin de journée, le Premier ministre ivoirien et une délégation sont arrivés à Washington, aux États-Unis. Ils participent aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Thomas Guessambi. Washington, D.C., capitale fédérale américaine. Ce mercredi 13 avril, au 720, 19e rue, avenue Pennsylvanie. Le décor est visiblement déjà planté pour les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire est attendue à ce rendez-vous où sont examinées les perspectives et défis de l'économie mondiale. C'est dans cette dynamique que Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre ivoirien, arrive dans la capitale américaine, accompagné d'une forte délégation. Au milieu du protocole respecté et d'un accueil chaleureux, le chef du gouvernement ivoirien a le temps de confier à la presse les réelles motivations de son déplacement. Nous venons avec les orientations du président de la République pour travailler avec nos partenaires de développement, que ce soit donc le Fonds monétaire international, que ce soit donc la Banque mondiale, dans toutes ses composantes, notamment avec IDA, SFI et MIGA, de manière à pouvoir avancer dans les dossiers précis. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler. Mais aussi, il y a des partenaires, disons que privés, beaucoup de partenaires privés que nous devons rencontrer, parce qu'ils veulent participer donc au financement d'un certain nombre d'infrastructures importantes au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit donc des routes, que ce soit donc l'électricité, enfin toutes les infrastructures au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Outre les réunions statutaires et autres audiences, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devrait prendre part à des panels d'échange de haut niveau pour défendre la question ivoirienne. Levée du mot d'ordre de grève de 72 heures des syndicats d'enseignants après une rencontre avec le ministère de la fonction publique. Les enseignants réclament le paiement des arriérés d'indemnisation et de logement et puis le déblocage des avancements. Patricia Omoitia. Il s'agit principalement de la question du paiement du stock des arriérés, qui est d'une part à l'indemnité de logement et de l'autre à la bonification indiciaire. Il s'agit de la question des omis du déblocage des avancements. Mais sur cette question, je voudrais dire que M. le ministre nous a donné l'assurance. Cette fin de mois, déjà 400 dossiers ont été traités et seront passés en paiement. Pour l'ensemble des autres dossiers, au fur et à mesure, les camarades vont connaître leur paiement, bien entendu avec le rappel y afférent. Notre grève était sur 2 jours. Les 2 jours sont arrivés à expiration. Donc dès demain, nous reprenons les cours, mais il appartient maintenant au gouvernement de faire diligence pour qu'un autre arrêt ne vienne pas perturber le bon déroulement de l'année scolaire. Un mois après l'attentat de Grand Bassam, l'État de Côte d'Ivoire remet des chèques aux hôteliers, artisans et autres opérateurs économiques touchés par l'attaque meurtrière. Ce sont au total 300 millions de nos francs qui viennent soutenir ces activités essentielles pour la ville historique de Grand Bassam. Moussa Konaté. Ils sont responsables d'hôtels, artisans, commerçants ou autres opérateurs économiques, tous directement touchés par l'attaque meurtrière de Grand Bassam le 13 mars 2016. Comme promis par le gouvernement, ils reçoivent des chèques. L'action vise à encourager ces opérateurs à poursuivre leurs activités pour redynamiser leur commune. Pourquoi le gouvernement veut vous aider? Parce que l'attentat a pour but de créer un désordre généralisé, un chaos. Nous devons vous aider pour que de la réponse jaillisse l'harmonie, la paix et l'émergence de Bassam. Cet appui doit permettre de faire des choses précises qui vous aident à relancer, à résister au choc. Un soutien de l'État réaffirmé par la présence de plusieurs membres du gouvernement. Les bénéficiaires félicitent le gouvernement pour cette action. Ce geste que nous considérons comme un geste de solidarité, de fraternité et un engagement pour le soutien de notre profession. Bassam restera debout dans une Côte d'Ivoire debout et en paix. Ce sont au total 300 millions de francs CFA offerts par l'État de Côte d'Ivoire, 200 millions destinés aux hôteliers, 50 millions aux artisans, transporteurs et commerçants et 50 millions à la mairie de Grand Bassam.
Les investigations se poursuivent après cette attaque du 13 mars. Le procureur de la République fait le point de l'enquête dans ce reportage signé Gabriel Zani. Il se nomme Kunta Dalla, le principal suspect recherché dans l'enquête sur l'attaque de Grand Bassam qui a fait 19 morts et plusieurs blessés le 13 mars dernier. Des complices ayant prêté main forte à l'homme ont été arrêtés. 16 personnes dans le cadre de cette attaque-là ont été déjà conduites devant les juridictions, ont été inculpées par le magistrat instructeur et qui a également inculpé 2 personnes. Donc aujourd'hui, nous sommes à 18 personnes inculpées qui sont actuellement dans nos maisons d'arrêt et de correction. Ces personnes sont inculpées pour assassinat, tentative d'assassinat, d'actes de terrorisme, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par arme à feu. Suite aux investigations, 3 personnes ont été identifiées comme ayant fourni la logistique d'attaque. Visées par des mandats d'arrêt internationaux, 2 d'entre elles, dont Ibrahim Ould Mohamed et Midi Soda Diko, ont été appréhendées par les autorités maliennes. Seul continue de courir Kunta Dalla, présenté comme le cerveau des attaques de Grand Bassam. Nous avons eu accès à sa carte nationale d'identité, mais nous savons également, comme AQMI a revendiqué l'attaque de Grand Bassam, nous savons qu'il fait partie de cette branche-là. Il a été logé par des personnes, on lui a fourni le gîte, le couvert, il a allé en repérage des lieux, il a vraiment pris le temps d'identifier les sites d'attaque, de faire venir les combattants qui sont passés à l'action. Il a bénéficié de plusieurs complicités parce que ces derniers ont eu, à un moment ou à un autre, des coups de fil téléphoniques avec lui, ont eu des contacts avec lui, lui ont fourni toute la logistique qu'il fallait. Mais il faut reconnaître que ce Kunta est venu lui-même avec également les armes qui ont servi. Alors que se multiplient les fouilles systématiques à l'entrée des centres commerciaux, des administrations et autres lieux très fréquentés, le procureur de la République appelle à la vigilance. Autre point de l'enquête, la collaboration étroite entre le FBI, des spécialistes allemands, français et Interpol. Ils ont déjà mis à la disposition des enquêteurs ivoiriens leur savoir-faire en matière d'analyse d'ADN et d'objets trouvés sur la scène de crime et sur les corps des assaillants. Les résultats de ces analyses seront recoupés avec des données déjà existantes pour remonter la piste de l'ensemble des terroristes de l'attaque de Grand Bassam et faire progresser l'enquête. Le procureur de la République appelle à la vigilance. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité revient lui aussi sur le point de l'enquête en cours. On écoute Ahmed Bakayoko. À un détail près, à un manque de vigilance près, on aurait pu ne pas à ce jour savoir c'est qui. Parce que c'est des gens qui vivent normalement. Ils sont venus ici à Bassam, on connaît le jour, ils ont loué une chambre à l'hôtel Zion. Ils se sont allés sur la plage comme des touristes et à un moment donné, ils ont commencé leur action néfaste. Avant ça, nous savons qu'ils ont loué une maison à Djoufou. Nous avons vu la maison, une petite villa pour 6 personnes. Nous savons quand ils sont rentrés avec quelle voiture. Parce que nos agents ont fait un travail minutieux qui a permis même d'arrêter déjà au Mali 2 personnes qui étaient là et qui sont reparties en temps. Qui ont donné les détails sur la préparation. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que si on n'avait pas trouvé ces gens, ou la piste, ou les noms des personnes, mais ces personnes-là, après une semaine, c'est ce qu'ils appellent les cellules dormantes. On a frappé, on passe devant nous, on ne nous connaît pas, donc on prépare la prochaine étape, c'est un autre attentat encore plus dévastateur. Or, cela nous a permis donc de commencer à démonter ce qu'on peut appeler leurs cellules dormantes. Ce jeudi 14 avril est marqué par la Journée internationale des secrétaires. Elle est née en 1951 aux États-Unis pour promouvoir cette fonction. Le métier de secrétaire ou d'assistante souffrait à cette époque d'une image négative. Aujourd'hui, cette journée est l'occasion pour les employeurs de remercier leurs secrétaires ou assistantes. La célébration des secrétaires de la RTI avec Patricia Omouetia. Allô? Bonjour monsieur, vous êtes à la direction de l'information. On leur demande d'être polyvalentes et réactives. Les secrétaires sont constamment sollicités pour résoudre les petits tracas quotidiens de la vie de bureau. Par rapport à notre journée, le conseil que je peux donner aux autres secrétaires, c'est d'être accueillante, d'être souriante, de bien recevoir
Nous sommes l'interface entre le patron et l'extérieur. Au niveau du secrétariat, j'assume des tâches très importantes. En quelque sorte, je suis un peu la mémoire de la direction financière. Elles ne sont pas seulement dévouées à leurs supérieurs hiérarchiques, mais aussi à leurs collègues. C'est pourquoi nombreuses sont les personnes qui profitent de cette journée pour remercier une secrétaire pour sa compétence et sa gentillesse. La secrétaire, c'est celle aussi qui sait accueillir les personnes qui arrivent, qui sait calmer, parce qu'il peut arriver que des visiteurs soient en colère. C'est celle qui sait calmer. C'est une bonne mère de famille. On va dire ça comme ça, en entreprise, on dirait c'est une bonne mère d'entreprise, mais c'est quelqu'un qui fonctionne comme elle fonctionnerait chez elle à la maison, qui a une maison, qui est la direction dans laquelle elle se trouve, et son rôle, c'est de faire en sorte que cette maison-là se porte bien. Occasion pour la présidente des secrétaires de la RTI d'exhorter au travail bien fait. C'est une journée qui nous est dédiée, mais si chacune d'entre nous essaie de ressortir ses capacités exceptionnelles d'organisation et du sens de contact, la fête, ce serait tous les jours. Selon les statistiques, le métier de secrétaire est le métier le plus exercé en Côte d'Ivoire, juste derrière celui de professeur d'école. Assistante ou secrétaire de direction, le point commun est d'avoir des capacités exceptionnelles d'organisation et un grand sens de contact. À l'heure actuelle, la profession de secrétaire est encore très majoritairement féminine. La fête des secrétaires est née en 1951 aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, comme dans bien de pays africains, la langue officielle, c'est le français. Mais chaque pays a ses langues maternelles. Le constat aujourd'hui est qu'elles sont de plus en plus délaissées au profit de la langue française. Éric Goré. La Côte d'Ivoire, parmi les pays qui présentent une grande diversité linguistique, une soixantaine de langues locales. Ces langues sombrent peu à peu dans l'oubli. La famille Kadjo résidant à Yopougon est à Bidji. Elle parle couramment sa langue maternelle, mais n'a pas le temps de l'apprendre aux enfants. Nous sommes quand même nés au village. Chaque soir, quand nous sommes avec les parents, nous venons auprès d'eux et ils nous contaient des histoires. À travers des histoires, c'est des histoires qu'ils nous contaient en langue. Et donc, nous apprenons ainsi auprès d'eux des bases fondamentales de ces langues-là. Aujourd'hui, nous la maîtrisons parfaitement. Malheureusement, de nos jours, avec nos enfants, c'est un peu différent. Les enfants, quand ils viennent, soit ils sont en train de chercher à apprendre l'anglais ou bien l'allemand. Les enfants ne voient toujours pas l'intérêt de ces langues maternelles. Ils sont plutôt tournés vers l'apprentissage du français, la langue officielle en Côte d'Ivoire. À vrai dire, je ne parle pas couramment la langue à la maison parce que je n'ai pas le temps d'apprendre auprès de mes parents. Le français, j'arrive bien à m'exprimer. Contrairement à la famille Kadjo, Dame Ungoran a toujours trouvé du temps pour apprendre à ses enfants à parler la langue maternelle. Tout le monde parle baoulé à la maison. Toute la maison. La vieille vient de vous dire que je parle le baoulé. Voilà. Donc pour vous prouver vraiment que je parle le baoulé, je vais m'exprimer en baoulé. Vraiment, on dit, on fait quoi. Voilà. On dit un camp baoulé, mi baba on dit mamitié, on dit un camp baoulé. Donc, baoulé, on dit pas. Voilà. Amoukan, il est comme coquelin. Amouni. Am grand-père, am Klaïdjo. Ça veut dire quoi? Je voulais vous dire que le baoulé, c'est très important. Voilà. Le baoulé fait que quand on va au village, voilà, on a l'occasion de causer avec nos grands-parents. Le gouvernement ivoirien mène des campagnes de sensibilisation à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie pour susciter l'intérêt des populations pour les langues maternelles. Projet de renforcement de l'employabilité des jeunes. Plus de 1600 jeunes des communes d'Abobo et de Yopougon en bénéficient. Ils sont employés pour des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes s'est rendu sur plusieurs chantiers afin de les encourager. Angé Oradé paraît se reconnaître. Cité ado de Yopougon. Sur ce chantier, travaille Natacha, 25 ans sans emploi après ses études universitaires de maintenance en système électronique et informatique appliquée. Aujourd'hui, grâce au projet de renforcement de l'employabilité chantier-école, elle bénéficie non seulement d'une formation théorique et pratique en électricité, mais surtout arrive à subvenir à ses besoins. Avant, je ne faisais rien. Bon, j'étais à la maison. Bon, j'allais faire une excursion, mais
Je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir terminer le reste. Mais comme ils sont venus, ça a fait ce projet-là. Donc ça m'a permis aussi de venir apprendre quelque chose, un métier. À la fin du mois, on paie ça quelque chose, au moins pour notre prime de transport. Comme Natacha, Placide, la trentaine révolue, est à la recherche d'un emploi depuis plus de 5 ans. Ce père de 3 enfants s'est dit heureux d'avoir été choisi parmi les jeunes bénéficiaires du projet de renforcement de l'employabilité des jeunes des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. Projet dénommé « Je suis jeune, je nettoie ma gare chaque jour ». J'ai décidé de nettoyer les gares routières. En le faisant ainsi, je contribue au développement de mon pays. Ce projet est l'œuvre de 2 ONG, Dimcovi et Action Entreprise. Quand nous avions fini de sélectionner ces jeunes, nous sommes allés les former, nous les avons équipés et voilà, ils sont en activité sur le terrain. Un projet qui s'inscrit dans la vision du ministère de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. En vue de se rendre compte de la mise en œuvre du projet, Sidi Touré décide de se rendre sur le terrain. Le principe des travaux à haute intensité de main-d'œuvre est de donner la possibilité à des jeunes qui n'ont pas de qualification spécifique, leur donner la possibilité d'avoir une activité qui leur permet d'avoir des ressources. 3 communes du district d'Abidjan bénéficient de ce projet de renforcement de l'employabilité: Abobo, Adjamé et Yopougon. Le ministre Sidou Touré a rencontré d'autres jeunes qui, eux, n'ont pas encore d'emploi. Ils sont issus de différents mouvements et associations. Ils lui ont fait part de leurs préoccupations. Grâce Kando. 1500 jeunes du district de Yamoussoukro vont bénéficier d'aides pour la création de micro et petites entreprises dans divers secteurs: mécanique, couture, coiffure, distribution et transformation de produits alimentaires. Selon une étude du Centre ivoirien pour la recherche économique et sociale, CIRES, seulement 17,8% des jeunes diplômés âgés de 21 à 35 ans sont intéressés par l'entrepreneuriat à la fin de leur formation. L'État de Côte d'Ivoire, ayant pris la pleine mesure de cette situation, a initié plusieurs programmes d'insertion. Ceux-ci sont axés sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes, le développement de mesures de subvention à l'emploi des jeunes dans le secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour une meilleure gestion de leurs activités, ces 1500 jeunes ont été formés aux techniques de vente et de marketing. Ce projet nous a permis, mes amis et moi, d'acquérir les qualités d'un bon entrepreneur, de nous initier à l'entrepreneuriat, d'aiguiser notre goût du risque, de prendre conscience de l'importance d'entreprendre. Pour l'Agence française de développement, ces jeunes seront encadrés. Les jeunes bénéficieront d'une mise en relation avec des institutions de microfinance. À toutes ces étapes, les jeunes seront suivis et accompagnés afin de garantir le succès et la pérennisation de leurs activités. Dans le cadre du 2e CE2D, 30 100 jeunes seront accompagnés dans l'insertion vers un emploi durable avec un coût de plus de 21 milliards de francs CFA. À présent, un communiqué du Conseil national de la presse CNP. Le Collège des conseillers du Conseil national de la presse, réuni en sa 4e session ordinaire 2016, le jeudi 7 avril, a infligé une sanction pécuniaire à l'entreprise de presse L'aide d'édition Le Réveil, éditrice du bi-hebdomadaire VIP Mag, et suspendu d'écriture le journaliste Moriba Soumaoro, dit Soum Junior Moriba, pour une durée d'1 mois. Cette décision fait suite au manquement relevé par le CNP dans le traitement non professionnel d'une affaire qui oppose 2 époux par le journaliste Soum Junior Moriba. L'entreprise de presse Les Éditions Le Réveil, éditrice du bi-hebdomadaire VIP Mag, et le journaliste Moriba Soumaoro, dit Soum Junior Moriba, disposent chacun, en ce qui le concerne, d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision pour exercer un recours devant la juridiction administrative compétente. Les villages d'Aounzé et de Kwadiokro dans la sous-préfecture de Bodokro ont désormais leur centre de santé. L'infrastructure a été réalisée par la mutuelle de développement à hauteur de 20 millions de francs CFA. Le ministre Niamien Konan a procédé à son inauguration. Charles Tatou. Aounzé et Kwadiokro, 2 villages voisins dans la sous-préfecture de Bodokro.
La distance qui les sépare est pratiquement de moins d'1 kilomètre. Et avec l'accroissement des populations, les deux localités ne tarderont pas à se croiser pour se fondre en un seul village. Leurs cadres l'ont compris en fédérant leur mutuelle de développement. Quand notre but est de réunifier les efforts de ces populations-là, donc au niveau de cette bande de terre qui les sépare, nous avons prévu la mise en place des infrastructures de base. Ici, les difficultés sont nombreuses, mais le dynamisme de la mutuelle a permis à ces deux villages de bénéficier d'infrastructures de base. Aounzé et Kwadiokro ont été électrifiés par le programme présidentiel d'urgence, PPU. Toujours grâce à la volonté des dirigeants de la mutuelle, les deux villages disposent désormais d'un centre de santé réalisé sur fonds propres à hauteur de 20 millions de francs CFA. Le ministre Niamey Kona l'a inauguré. Occasion pour les populations d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de l'Habitat et du Logement social a salué le dévouement de la mutuelle. C'est important ce que vous avez fait. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas conscient de ce que vous venez de réaliser. Mais c'est une grande leçon que vous venez donner au peuple de Côte d'Ivoire. La construction d'un collège de proximité reste une priorité. Le ministre Niamey Kona a posé la première pierre. L'autre défi reste la construction d'un château d'eau pour mettre fin à la souffrance des populations pendant la saison sèche. Le Conseil Café Cacao et Cargill West Africa offre une école primaire au village d'Ano, département d'Agboville, dans l'Agnébi-Tiassa. C'est dans le cadre du Fonds d'investissement en milieu rural. Juste indiqué. Une école primaire de 3 classes avec 3 logements de maîtres, une cantine scolaire et des latrines offertes au village d'Ano, situé à 25 km d'Agboville. C'est le fruit du partenariat entre le Conseil du Café Cacao, Cargill et plusieurs sociétés coopératives. Partenariat portant sur la construction de 11 écoles de 3 classes avec 33 logements de maîtres et 11 cantines scolaires ainsi que la construction de 3 centres de santé équipés avec logement d'infirmiers répartis dans 14 villages des zones de production de café et de cacao. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme de partenariat public-privé PPP de la filière café-cacao, est estimé globalement à 1,1 milliard de francs CFA, financé à hauteur de 48,10% par le Conseil du café-cacao, 33,12% par Cargill et 18,78% par les sociétés coopératives partenaires. La population du village d'Ano, les responsables locaux de l'éducation nationale et les élèves étaient donc mobilisés pour recevoir l'infrastructure inaugurée par les donateurs. C'était l'occasion pour la directrice du Conseil du Café Cacao, Massandje Touré Lidze, de rappeler que la réalisation d'infrastructures par sa structure s'inscrit dans le cadre du Fonds d'investissement en milieu rural qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs de café cacao et de leur communauté. Notons que 36,9 milliards de francs CFA ont été investis à cet effet par le Conseil du Café Cacao et ses partenaires à hauteur respectivement de 31,7 milliards de francs CFA et de 5,26 milliards de francs CFA. Du 19 au 24 avril, le Festival international des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA 2016. Il va se dérouler cette année, bien sûr, à Anoumabo, dans la commune de Marcory, mais aussi dans la ville de Korogo. Les préparatifs vont bon train, tant au niveau sécuritaire que dans la planification de l'arrivée des artistes attendus. Il s'agit notamment de Papa Wemba, John Yale et Charlotte Dipanda. Le reportage de Isaeo et Franck Kodio. Reconnaissance du terrain avant le démarrage effectif du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA. Asalfo, Manadja, Goudé et Tino, initiateurs du FEMUA, ont sillonné les artères d'Anoumabo dans la commune de Marcory, retenus pour abriter le festival. Une opération qui vise à mieux peaufiner l'organisation du FEMUA et à prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité. Depuis plusieurs semaines, nous n'arrêtons pas de faire des séances de repérage et aujourd'hui nous avons axé notre repérage sur la sécurité. C'est pourquoi vous avez vu toutes les forces de l'ordre ici nous accompagner. De grosses pointures de la musique ivoirienne et africaine sont annoncées à cette 9e édition du FEMUA.
Le commissaire de la manifestation rassure de la présence de tous les artistes retenus. Le FEMUA est l'un des rares événements qui n'a jamais trahi son affiche. Donc tous les artistes qui ont été sollicités pour être là seront là et les premières arrivées commencent à partir du 17 avril. Korogo est la première ville de l'intérieur du pays qui accueillera le FEMUA. Un enjeu important selon Assalfo. Korogo est une étape importante et je crois que nous allons vivre des moments très sensationnels le samedi 23 et le dimanche 24. Samedi, c'est le cross populaire et dimanche, c'est le grand concert. Nous débarquons avec tous les artistes. Outre les concerts, cette 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo sera marquée par la construction d'une école primaire à Séguéla. Ce, après celle de la ville de Bangolo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont l'inauguration est prévue pour le mois de mai. L'actualité au Nigeria, cela fait aujourd'hui 2 ans que 276 lycéennes ont été enlevées à Chibok dans le nord-est du pays par Boko Haram. Les hommes de Boko Haram ont envoyé une preuve de vie pour au moins 15 de ces jeunes filles toujours entre leurs mains. Dans une vidéo qui aurait été bouclée le 25 décembre, les adolescentes couvertes d'un hijab donnent leur nom. Les 15 adolescentes ont été formellement identifiées par les autorités, ce qui donne de l'espoir aux familles. Voilà pour ce 13h. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon après-midi à tous.